On a connu les coups d'État au Mali, au Burkina, au Niger, en Guinée. Avec ce qui s'est passé au Bénin, où le coup d'État a finalement été tué dans l'œuf, est-ce que cela veut dire que désormais, les acteurs principaux de la CEDEAO, à savoir les chefs d'État, ne laisseront se réaliser aucun putsch dans notre région? Est-ce que c'est le sentiment que vous avez chez Omar Doumbia? Alors, ce n'est pas qu'un sentiment, c'est ce que le président de la Commission a affirmé en disant que, bon, désormais, en tout cas, la CEDEAO fera tout ce qu'elle peut pour empêcher qu'il y ait coup d'État dans sa communauté. Alors, moi, je pense qu'il est important de rappeler que dans l'histoire, la CEDEAO a joué des rôles majeurs dans plusieurs cas de figure de ce type. Et que, par exemple, il y a le cas Yahya Jammeh où la CEDEAO intervient pour le déloger, pour assez qui pourrait, par exemple, sembler être, en ce qu'on met entre guillemets, le fameux coup d'État constitutionnel. Il y a Jammeh qui manipulait pour rester alors que ça ne s'était pas vraiment passé comme ça. On se souvient que le président Alpha Omar Konaré, à un moment donné, avait réussi, sans les armes d'ailleurs, à négocier pleinement le retour d'un chef d'État au pouvoir. On se souvient de cette même CEDEAO sur les théâtres d'opération, que ce soit ici en Côte d'Ivoire, en Sierra Leone ou ailleurs. Donc la CEDEAO n'est pas aussi vaine qu'on veut faire croire aujourd'hui ou que les événements de 2020 à aujourd'hui ont tenté de faire croire. Moi, je pense que le souci se trouve à un niveau tout autre, ou deux niveaux tout autres. Le premier, ce serait de dire que, bon, après l'élaboration du protocole additionnel en 2000-2001, et après aussi les accords de Cotonou et ceux d'Accra qui ont tenté de renforcer ce protocole additionnel, la CEDEAO est confrontée à, par exemple, un souci de procédure. Souci de procédure, pourquoi? Un, parce qu'il n'y a pas de mécanisme établi pour dire, en cas de coup d'État ou de tentative de coup d'État, voici l'approche que la CEDEAO prend. Et si je prends le cas malien de 2020 en exemple, Goodluck Jonathan le disait le premier jour, il dit ce pays a suffisamment souffert, fait face à suffisamment de difficultés, il n'est aucunement nécessaire de mettre ce pays sous sanctions. Donc les sanctions politiques d'usage sont tombées, suspension, fermeture des frontières, mais c'était vraiment dans l'usage, parce que la CEDEAO ne voulait pas bousculer davantage un pays bousculé par l'instabilité depuis 2012. Mais ce n'est qu'en 2021, quand il y a cet autre coup de force pendant le processus de transition, que la CEDEAO décide de durcir son positionnement. Et même en durcissant cette position, le communiqué officiel est toujours disponible. Ils disent fermeture des frontières terrestres et aériennes, à l'exception de. Maintenant, les autorités, à l'époque, on dit sanctions légitimes, on parlait d'embargo. Mais quand la CEDEAO dit à l'exception de produits pharmaceutiques, produits pétroliers, produits alimentaires de première nécessité, il y a quand même une tentative de laisser les besoins de la population passer, mais de trouver les moyens de contraindre en fait l'exécutif, les gens qui ont pris le pouvoir illégalement, de les empêcher de diriger. Quoique ces mesures sont tout de même mal appréciées de l'opinion, d'une grande partie de l'opinion. Elles n'ont jamais été expliquées. Oui, justement, est-ce que ce n'est pas un problème de la CEDEAO aussi, l'explication, la vulgarisation de ces mesures? Absolument. Et ça, c'est tout aussi... Moi, je considère que c'est normal, mais maintenant, elle est obligée aussi de prendre des mesures face à ça. C'est normal, pourquoi? Parce que c'est une organisation qui, à la tête, on trouve plusieurs chefs d'État, qui, même pour des raisons de gouvernance interne, ne s'expriment pas beaucoup. Si on prend l'exemple sur un Alassane Ouattara, très peu d'interventions publiques. C'est des gens qui sont occupés à gérer. Patrice Talon, très peu d'interventions publiques. Donc ce n'est pas comme les pays de l'AES, par exemple, où quand les gens sont arrivés au pouvoir, ils ont mis en place tout un mécanisme pour pouvoir communiquer. La CEDEAO n'a jamais été confrontée à ce type de problème, donc n'a jamais eu besoin d'avoir une méthodologie pour pallier à cela. Mais aujourd'hui, c'est pourquoi elle va devoir muter, elle va devoir apprendre à communiquer sur ces décisions, elle va devoir pouvoir les expliquer aux populations que non, ces mesures sont d'ordre politique, c'est contre, mais ce n'est pas vraiment ceci, ce n'est pas vraiment cela. Elle va devoir apprendre à réarticuler cette force en attente, et je pense qu'elle est en train de le faire. Par exemple, pas face au terrorisme, il parle de la mise en place d'une force de 100 000 hommes. C'est une réarticulation vis-à-vis du terrorisme qui n'était pas prise en compte lorsqu'elle était créée. Elle parle aujourd'hui de la mise en place d'une commission qui doit être créée selon les résolutions d'aujourd'hui pour aller vers la mise en place d'une doctrine peut-être civile, politique et militaire, ou ils ont dit diplomatique et militaire, pour pouvoir faire face au coup d'État. Je pense que les mutations sont nécessaires, mais elles n'arrivent que lorsque la nécessité est constatée. Et maintenant, la nécessité est constatée et elles vont se faire.
Idrissa Keïta, la CEDEAO a-t-elle fait preuve d'efficacité? On peut dire que oui. Le contexte est à prendre en compte par rapport à ce que Cheikh Oumar vient de développer. Si vous voulez, je peux reformuler ma question pour vous. Est-ce que la réaction de la CEDEAO au Bénin, sa prompte réaction à tuer dans l'œuf le putsch, va susciter de la dissuasion chez d'éventuels putschistes les mois à venir? Je ne pense pas. Pourquoi? Parce que de 2020, le 18 août 2020, où on va dire la boîte de Pandore des coups d'État s'est ouverte, ça n'a pas empêché que dans tous nos pays de la CEDEAO, il y ait des coups d'État et des tentatives de coups d'État. Donc même en 2026, voir qu'il y aurait eu des tentatives de coups d'État, je ne serais pas surpris. Ensuite, moi je disais par rapport à ce que Cheikh Oumar a dit, il faut être regardant sur le contexte. En 2021-20, quand naissaient déjà ces coups d'État qui ont finalement ouvert la voie à l'AES, au trio souverain, on avait déjà au sein de la CEDEAO des fervents supporters de l'AES. Je parle là par exemple du président Mbalo qui était là, aussi du président du Togo d'alors, puisque la formulation a changé, c'est le président du Conseil, désormais. Or, depuis 2024 à 2025, la CEDEAO a tellement été désavouée, tellement été éprouvée. Entre-temps, il y a eu des élections présidentielles. De nouveaux leaders sont venus qui ont tous dit qu'il faut qu'on revoie les choses, qu'on réforme la CEDEAO. Et je crois que déjà, à travers cette action au Bénin, ils essaient de montrer que les choses ont changé. L'approche sera tout autre. D'autre part, c'est vrai que la CEDEAO aussi avait tenu à garder le lien avec l'AES. Et pour avoir consulté les recommandations, du point 42 au point 53, on en parle. Tout d'abord, il parle du Mali, du Niger et du Burkina au niveau des questions du terrorisme. Ils disent qu'il faudrait que la Commission et les pays membres gardent le contact. Mais quand il est question de parler maintenant de finances, parce que quand l'AES est parti, on se posait des questions. Est-ce qu'il allait y avoir visa? Est-ce que les financements communs, je fais allusion à la BIDC, Banque d'intervention et de développement, Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO, des questions se posaient. Finalement, la CEDEAO a été très claire sur la demande à la requête des pays de l'AES. Là, on ne parle plus du Mali, du Niger et du Burkina, mais on parle du trio souverain avec son appellation AES. Et là, la CEDEAO dit que tout d'abord, les financements sont maintenus, et aussi les personnels, parce qu'il y a des acteurs maliens et autres qui étaient dans ces institutions, qui étaient censés rentrer. Mais la CEDEAO les maintient. Et la CEDEAO aussi va jusqu'à accepter que ces trois pays soient dans le GIABA, le groupement intergouvernemental de lutte contre le blanchiment d'argent. Mais a quand même noté qu'il y a des rectifications à faire à leur sein, parce que c'est clair que quand même, dans des pays où il y a l'attaque terroriste, il y a des zones occupées. Ce sont des no man's land, ouverts à la drogue, ouverts à beaucoup de choses. La CEDEAO s'est félicitée publiquement des actions entreprises par la Guinée depuis l'euphorie référendaire du 21 septembre qui s'est passée sans couac, et maintenant la présidentielle qui aura lieu sous peu. Et la CEDEAO invite justement une délégation à aller vers Conakry pour pouvoir suivre de près le processus et suivre ce qui pourrait provoquer des tensions. Sauf que, bien qu'on soit parti pour une élection de Mamadi Doumbia qui reste le grand favori, je rappelle toujours qu'il y a quand même les trois grands leaders, Alpha Condé qui est en Turquie, Selouda Diallo qui est entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal, et Sidya Touré qui est en Côte d'Ivoire, qui sont exclus du processus, qui ne peuvent pas manœuvrer et leurs partis sont suspendus. Donc même si la CEDEAO y part, est-ce que la CEDEAO pourra rencontrer les acteurs, cette opinion-là qui diverge, qui a même donné des consignes pour dire qu'elle ne sera pas impliquée? La question reste posée, mais en tout cas, la CEDEAO est en phase avec Conakry pour son processus électoral et je pense que tout va au vert du côté de Conakry et l'entente et le cadre d'échange est toujours là avec l'AES qui est désormais une institution distincte.